Pourquoi de nombreux hommes à travers la planète s'opposent encore aux luttes féministes? Cette question est au cœur du livre de Marie-Cécile Nave, au titre ô combien ironique. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Marie-Cécile Nave est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes politologue, spécialiste des États-Unis, directrice de recherche à l'Institut des relations internationales et stratégiques, où vous dirigez l'Observatoire genre et géopolitique. Et votre livre, donc, je viens de le citer, Réception du féminisme, calmez-vous madame, ça va bien se passer. C'est aux éditions Kalman-Levy. Alors avant d'aborder pourquoi cette résistance masculiniste, pourquoi cette revanche, même parfois dites-vous, des hommes depuis ce que l'on vit depuis le mouvement MeToo, est-ce que vous diriez qu'on assiste à un changement de paradigme s'agissant des droits, des luttes des femmes, voire à une révolution féministe? Parce qu'au fond, ces luttes n'ont pas attendu MeToo pour exister. Oui, absolument. Il y a eu des MeToo avant MeToo. On pense dans un passé très récent au combat des Argentines pour les grèves féministes pour protester contre l'inégal partage des tâches ménagères et domestiques et parentales, et aussi les revendications d'accès au droit à l'avortement en Argentine. Il y a eu aussi les révoltes populaires en Inde en 2012 suite à des viols collectifs qui ont donné lieu à la mort aussi de femmes qui sont mortes dans des bus parce que violées collectivement par des hommes, etc., etc. Il y a eu des MeToo avant MeToo. Et puis c'est une longue histoire, le féminisme. C'est une grande géographie aussi dont on prend acte de l'ampleur quand même assez récemment, parce qu'il y a de plus en plus de livres, c'est de plus en plus médiatisé, mais c'est une longue histoire. Donc MeToo, c'est un moment qui est marquant sur les réseaux sociaux, mais qui vient de loin, bien entendu. Mais pour autant, on sent que le changement, quand je disais changement de paradigme, c'est que le féminisme est devenu incontournable. Oui. Vous le dites d'ailleurs, hein, c'est vrai que dans tous les domaines de la société, la médiatisation du sport, au travail bien sûr, dans la langue même française, avec l'écriture inclusive, ça c'est quand même quelque chose de nouveau. Oui, ça c'est quand même nouveau dans le sens où ce qui se passait jusqu'ici peut-être dans les cercles militants et dans les cercles académiques, à l'université, dans les études de genre, sortent de plus en plus dans le reste de la société, infusent de plus en plus dans le reste de la société. C'était le cas déjà avant, parce qu'il y a quand même des changements de loi, notamment en France, mais ailleurs aussi, en Occident et ailleurs, et dans d'autres pays, qui ont pu se faire grâce à l'influence du militantisme féministe. Mais on voit bien que dans le marketing, dans la publicité, dans le monde du travail, dans l'orientation scolaire, dans les efforts qui sont faits pour féminiser la langue et la rendre plus égalitaire, eh bien, il y a des changements qui sont tout à fait marquants, qui montrent que le féminisme est devenu mainstream, c'est-à-dire grand public. Tendance, ouais, tendance. C'est un peu bankable aussi. Ça veut dire qu'il a une influence en dehors des peut-être seuls cercles d'initiés, comme on pourrait le penser. Mais donc, il y a des résistances à ces changements. Qui sont ces hommes, au juste, qui ne veulent pas voir de lutte féministe et d'avancée? Le récit de Louisa Abrit. Nous sommes fiers, les féministes radicales et en colère. Tout autour du monde, les femmes se battent pour leurs droits. Depuis le XXe siècle, le mouvement féministe a parcouru un chemin semé d'embûches et de grandes victoires. Mais en coulisses, d'autres se battent pour les faire taire. Je veux que les féministes meurent. L'interdiction de l'avortement en Alabama me remplit de joie. Les femmes ne sont pas faites pour être indépendantes. Leur nature est d'être dominées et violées par les hommes. Ces internautes revendiquent appartenir à la mouvance incel, l'abréviation anglaise pour involontairement célibataire. Une sous-culture qui s'inscrit dans un mouvement masculiniste et sexiste plus large, fortement présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la manosphère est une idéologie à part entière dont certains défenseurs n'hésitent pas à prendre les armes lors de tueries de masse, comme en 2018 à Toronto, un homme avait tué 10 personnes, majoritairement des femmes, au nom des incels. Elle se rapproche aussi d'autres mouvements d'extrême droite, car être un homme, un vrai, est devenu une obsession pour certains influenceurs stars, comme le français Papacito. Il affirme vouloir remettre la couille au cœur du débat et multiplie les vidéos chocs. Mais l'une d'entre elles marque les esprits. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Toute la fachosphère s'empare de la réplique, devenue un gimmick populaire qui arrive jusque sur les plateaux télé. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%.
Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non, mais il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer, madame, vous allez voir. Mais Il y a c'est quoi le 30%. problème Tactique pour attirer un électorat jeune et viriliste sans se faire repérer du grand public ou dérapage sexiste, la question reste en suspens. Mais une chose est sûre, dans la bouche du ministre de l'Intérieur, la phrase choque tout un pays. Marie-Cécile Nave est notre invitée. De quoi cette injonction assénée à la figure des femmes est-elle le nom, selon vous? Que nous dit-elle? C'est une phrase qui parle à beaucoup de femmes. Moi-même, je l'ai entendue dans le monde professionnel et autour de moi aussi. C'est une phrase qui revient sous des différentes variantes. C'est une manière de dire que les émotions des femmes sont incontrôlables, qu'elles doivent rester à leur place aussi, c'est-à-dire dans un coin, être discrètes, ne pas revendiquer la parole, ne pas prendre leur place. La place qui leur est légitimement due aussi par leur expertise, par leurs compétences, par leur profession. Et effectivement, c'est une expression qui vient du militantisme masculiniste, c'est-à-dire antiféministe. Ces gens qui sont contre l'égalité entre les femmes et les hommes et qui appartiennent à des mouvances, comme on l'a très bien vu dans votre reportage, très souvent d'extrême droite, un fanatisme anti-droit des femmes qui est certes minoritaire, mais qui gagne en influence via les réseaux sociaux. Vous parlez de revanche patriarcale? Oui, on s'attendait à ce qu'il y ait une réplique à MeToo, qui est une sorte de revanche après MeToo, parce que c'est vraiment la dénonciation des violences sexistes et sexuelles qui prend une ampleur que sans doute elle n'avait jamais eu, en tout cas dans les pays occidentaux. On s'attendait à ce qu'il y ait une riposte à ça. On s'attendait peut-être pas à ce qu'elle soit aussi violente, aussi dure, et finalement aussi tolérée aussi dans un certain nombre de relais médiatiques, parce que oui, il y a une hostilité à l'avancée des droits des femmes, à l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que certains voient très bien les privilèges qu'ils sont en train de perdre et ont du mal à partager les ressources, à partager l'espace, à partager l'argent, à partager le pouvoir. Et en même temps, il y a aussi une indifférence. Il y a une hostilité d'un côté, c'est vrai, mais il y a aussi une indifférence, une très grande tolérance encore aux féminicides, aux violences faites aux femmes dans le monde du travail, dans le monde politique. C'est absolument hallucinant. Dans le monde du sport, j'en parle même pas, c'est extrêmement toléré. Donc cette indifférence au sort des femmes dans tous les pays du monde, et même parfois de sorts vraiment tragiques, frappe encore aujourd'hui. Et vous dites aussi que cette revanche patriarcale, elle peut aussi prendre son temps. Vous citez notamment la décision de la Cour suprême aux États-Unis qui révoque le droit constitutionnel à l'avortement. Qu'est-ce qui vous permet de dire que là, les juges de la Cour suprême ont voulu prendre une revanche d'une certaine manière? Alors, on peut l'interpréter à la fois comme étant un peu une gifle anti-MeToo, notamment quand on voit les arguments des juges ultra-conservateurs de la Cour suprême qui disent « mais si les femmes ne sont pas contentes », en gros c'est ce qu'il dit le juge Alito, si les femmes sont en désaccord avec ce jugement, eh bien elles pourront toujours compter comme force politique dans les années qui viennent. Donc on voit bien l'allusion à MeToo, mais en fait c'est aussi quelque chose qui vient de loin, c'est un militantisme ultra-religieux, fanatique qui vient des années 80, qui a rencontré l'opportunisme du Parti républicain et aussi des lobbies très puissants, très riches, qui ont permis de porter ces idées auprès des juges de la Cour suprême et notamment aussi de faire nommer des juges de la Cour suprême dont on savait, dont 3 ont été nommés par Trump d'ailleurs, dont on savait qu'ils allaient mais il y a aussi des femmes dans ce courant l'avortement. Aux États-Unis notamment. Il y a aussi des femmes dans ce courant. Il y a des femmes qui résistent aussi à ces avancées féministes. Oui, absolument. Du côté des conservateurs, une partie du Parti républicain et effectivement chez les femmes sont assez rétifs à l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais quand même, les années de présidence Trump ont beaucoup infléchi ces idées conservatrices chez les femmes qui jusqu'ici votaient conservateurs. Et tiens, puisque vous parlez de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, vous disiez tout à l'heure qu'il y a des variantes à cette phrase « Calmez-vous madame, ça va bien se passer ». Il y a notamment « Il y a plus grave que vos petits problèmes ». Et là, vous dites « Sacré whataboutisme ». C'est quoi ce barbarisme, si je peux dire, ce néologisme? C'est quoi le whataboutisme? Le whataboutism, c'est un mot qui est connu dans les sphères féministes, notamment dans les sphères féministes militantes, mais aussi académiques, pour dire, OK, vous contestez dans les pays occidentaux les violences sexistes et sexuelles, la non-parité, la différence de salaire, mais quand même regardez les Iraniennes, regardez les Afghanes, regardez dans d'autres pays, c'est bien pire. Évidemment, on peut toujours comparer les choses, mais d'une part, les violences faites aux femmes, c'est un continuum. Et si on tolère des petites violences au quotidien ou des violences qui nous apparaissent comme étant mineures, mais qui sont quand même importantes, des violences économiques,
symboliques, etc., ça veut dire qu'on peut tolérer aussi des violences beaucoup plus grandes jusqu'au crime. Et puis ces hommes qui parlent de il y a plus grave ailleurs, qui disent il y a plus grave ailleurs, on les entend très peu pour défendre aujourd'hui, par exemple, le sort des Afghanes qui sont empoisonnés dans les écoles, qui sont empoisonnés dans les universités pour les décourager de suivre des études. Voilà, il faut aussi aller jusqu'au bout de ces idées. Et vous êtes aussi l'autrice du livre Atlas des féminismes, 40 fiches illustrées pour comprendre le monde, édition Hérold. Géopolitique des féminismes. Géopolitique, pardon, c'est ça ? Géopolitique des féminismes, qui sort aujourd'hui. Qui sort aujourd'hui, comme ça on est bien dans l'actualité. Collection dirigée par Pascal Boniface. Est-ce qu'il y a des pays, tout de même, où il n'y a peut-être pas de résistance, mais moins de résistance à ces luttes féministes ? Il y en a partout, même dans les pays occidentaux, dans tous les pays du monde, il y a des résistances très fortes au progrès du féminisme. Mais quand même, le féminisme connaît des avancées importantes. La Colombie récemment a dépénalisé l'avortement. En Inde, on est en passe de reconnaître le viol conjugal. Il y a des avancées. Il y a des avancées, et pas des avancées que dans nos pays à nous. Et aussi de plus en plus d'hommes aussi qui participent à ces luttes féministes. Absolument. Il faut pas confondre les hommes et le patriarcat. Le problème, c'est le patriarcat, c'est-à-dire les structures sociales, les codes, les normes, les discours antiféministes, dans le sens anti-égalité entre les femmes et les hommes. Et tous les hommes, loin de là, ne se reconnaissent pas dans le patriarcat. Il y a beaucoup d'alliés du féminisme chez les hommes. Il nous reste une petite minute, mais on l'a pas. Pourquoi les hommes ont si peur ? C'est quoi cette perte sans prendre la caricature, par exemple, de l'extrême droite, qui est un fait, mais ils ont peur de quoi ? D'être remis en cause ? Il y a un mot, par exemple, en France, prononcé par Sandrine Rousseau, un homme déconstruit qui a beaucoup fait peur. De quoi ont peur les hommes ? J'en parle d'ailleurs. Certains peut-être sont sincères, après tout, de dire ça va trop vite, je sais pas. J'en parle d'ailleurs des hommes déconstruits dans Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Déconstruit, ça veut dire qui se remet en question, qui remet en question l'ordre établi, peut-être les privilèges dont un homme a pu bénéficier dans l'avancée de sa carrière professionnelle, dans le fait qu'il n'a pas eu à s'occuper plus des enfants, autant des enfants que sa conjointe, qui prennent conscience de ça et qui acceptent de reconnaître que finalement pour lui peut-être le parcours a été plus facile dans ses études, dans sa carrière et dans le salaire qu'il a pu gagner, et finalement dans le regard aussi que la société porte sur lui et sur les attentes. Et l'homme a profité de ces inégalités. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Réception du féminisme, c'est aux éditions Kalman Levy. Merci beaucoup, Marie-Cécile Naves, d'être venue sur notre plateau. Merci pour votre éclairage.